Salut à tous et bienvenue dans le podcast Presta. Aujourd'hui, on en est à l'épisode numéro 6 où j'accueille Erwan Boyer. Salut Erwan, ça va bien? Salut Alex, ça va, merci. Merci pour l'invitation. Eh ben, avec grand plaisir. Alors avant de présenter Erwan, je vais revenir rapidement sur l'objectif du podcast. Eh bien, tout simplement, c'est de mettre en avant des prestataires WordPress. C'est pour ça que ça s'appelle Presta. Donc que ce soit des freelances ou des personnes en agence. Et le but, c'est qu'ils partagent leurs connaissances pour que vous puissiez monter en compétences, avoir des exemples à suivre. C'est très important d'avoir des exemples pour s'inspirer, pour se dire, OK, si cette personne-là l'a fait, eh bien, je peux le faire, ou en tout cas, je peux m'inspirer de son parcours. Et donc, voilà, vous avez peut-être des choses que vous allez pouvoir reprendre dans leur parcours ou dans des stratégies à mettre en place. Peut-être que ça va aussi répondre à des questions sur votre quotidien en tant que prestataire WordPress. Et voilà, donc pas mal de choses. Et peut-être aussi que ça vous donnera l'envie de vous lancer si vous n'avez pas encore franchi le pas. Alors comme d'habitude, ça se divise en deux parties. Alors, on va parler pendant environ 45 minutes. Des fois, ça peut durer plus longtemps si les invités sont bavards. Et puis après, on verra avec la partie 2, avec 15-20 minutes d'échange sur des choses un petit peu plus techniques qui sont réservées aux clients de la formation Devenir un freelance WordPress accompli en formule complète. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et donc, pour revenir à Erwan, tu es le fondateur de l'agence Web Performance. Tu t'es lancé en indépendant en 2008, mais ce n'était pas forcément en mode agence. Donc, on va en reparler avec la première question. Mais en tout cas, voilà, je suis très content de t'avoir sur le podcast. Et donc, voilà, on va commencer direct. Donc, voilà, première question. Est-ce que tu peux revenir sur tes débuts, comment tu t'es lancé? Et voilà, raconte-nous un petit peu comment ça s'est fait. Et qu'est-ce qui t'a donné peut-être déjà envie de te lancer en tant qu'indépendant, on va dire? Ouais, ok. Merci tout d'abord. Ouais, comme je disais, ça fait super plaisir d'être là. J'ai regardé les premiers épisodes, toujours très intéressants. Super. Donc moi, j'ai commencé en 2000, en fait, au lycée, à m'intéresser au web. J'avais 16 ans et je cherchais des moyens de partager ce que j'aime avec d'autres. C'est comme ça que j'ai découvert les sites web, le HTML, et que j'ai sorti mon petit front page et que j'ai commencé à faire du HTML, du CSS, un petit peu plus tard du PHP. Et en fait, je suis tombé dedans très très rapidement. En fait, à partir du moment où j'ai découvert PHP, j'étais ébloui par les capacités, les possibilités qu'on avait, et tout ce qu'on pouvait faire avec. Et très très rapidement, je me suis mis à créer du code en fait. Et notamment, j'ai lancé un site qui s'appelait jeunewebmaster.com. Ok. Sur lequel je partageais en fait 6 mois après avoir commencé à faire du web, je partageais des scripts pour faire des systèmes de commentaires, des mini-forums, des galeries d'images. J'avais comme ça une quinzaine d'outils, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de WordPress, il n'y avait rien de tout ça. Et donc, on faisait nos sites en statique avec du Dreamweaver ou du front page. Et quand on voulait des fonctionnalités un peu plus avancées, il fallait aller sur des sites, télécharger des petits scripts et tout ça. C'est des trucs qui n'existent plus aujourd'hui. Et voilà comment je suis tombé dedans et voilà comment j'ai commencé en fait à développer et à créer mes premiers sites pour moi d'abord, avant tout à titre personnel. Ok. Donc ça, c'était au lycée, c'est ça? Ça, c'était au Toute la période lycée. du lycée, ouais. Ok. Ouais, complètement. Et en fait, entre 2000 et 2008, donc avant que je crée ma société, j'ai été très très actif dans le développement et je codais. En fait, je faisais mes études et je codais le week-end, le soir, etc. Sur tout mon temps libre, en fait, je codais, jusqu'au jour où je me suis dit, ce serait chouette quand même de pouvoir en vivre, en sachant que j'avais déjà des revenus. À l'époque, on était un peu dans un âge d'or du AdSense où ça tombait un peu comme ça très facilement. Et donc, j'ai pu me lancer. J'ai eu la chance, le jour où je me suis lancé en freelance, je savais que j'avais déjà des revenus. C'est quand même quelque chose de confortable. T'avais un Voilà. filet de sécurité, quoi. Avec tes Exactement. sites, ouais. Voilà, je me suis lancé en freelance en sachant que j'avais déjà des revenus mensuels et que donc je pouvais investir un petit peu. Voilà, je savais où je pouvais aller. Et par contre, c'est ce qu'on disait. Dans un premier temps, j'ai pas tout de suite proposé des prestations. En fait, j'ai travaillé pour moi pendant pas mal de temps en tant qu'éditeur, globalement jusqu'à 2015, où vraiment, donc entre 2008 et 2015, où j'ai fait vraiment du 100%, 100% Édition de site, quand même. exactement. Voilà, avec un site qui s'appelait Scooter System. Ok. Voilà, en fait, j'ai Ça commencé existe encore, du coup, ou tu l'as tué? alors que j'ai revendu justement, Ok. et c'est là qu'il y a eu des switches justement. C'est pas si vieux que ça, hein. Et en fait, progressivement ensuite, je me suis mis à j'ai des gens qui voyaient ce que je faisais, qui étaient intéressés, notamment par mon approche. J'ai toujours eu cette approche. Aujourd'hui, je fais de la web performance, hein. On est l'agence web performance parce que moi, je suis expert web perf et que c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime. Et j'ai toujours eu cette approche.
qui plus largement se rapproche de la maîtrise de la qualité web. Donc, j'ai toujours conçu les sites avec une approche technique pointue, choisir les bons outils, utiliser les bonnes technologies, etc. Et les gens étaient intéressés pour que je travaille pour eux. Et donc, pendant longtemps, je disais, bah non, je travaille pour moi. Jusqu'au jour où je me suis dit, c'est quand même chouette de pouvoir partager et de pouvoir travailler sur d'autres projets. Voilà, il y a eu un petit peu ce côté où travailler sur mon site qui parle de scooter, c'est cool. Mais des années plus tard, on a envie aussi de faire un petit peu autre chose. Donc progressivement, comme ça, en parallèle, j'ai pu me lancer en freelance. Et là, encore une fois, avec un filet de sécurité, puisque j'avais mon activité d'éditeur de site et qu'en parallèle, je commençais, j'acceptais des petites missions. Et progressivement, à partir de 2015, ça a commencé à être quelque chose que je faisais de plus en plus. Et c'est là que j'ai commencé à faire notamment pas mal de WordPress pour d'autres. Des créations de WordPress, des refontes, du développement de plugins. Au début, j'ai accepté justement parce que j'avais envie de voir tout ce qu'il était possible de faire, notamment autour de WordPress. Et donc, j'ai commencé à accepter vraiment beaucoup de choses très variées, à faire un petit peu tout et pas seulement de la web perf. Donc, ça m'a permis aussi de voir d'autres problématiques que celles que moi, je connaissais déjà. Ouais, tu as découvert plein de trucs par ce biais-là. Et ce que je disais juste avant de lancer l'enregistrement, c'est que ce qui est super intéressant et peu commun, c'est que tu sois passé de l'édition de site à de la prestation, alors que la plupart des gens, ils sont dans la presta et puis ils en ont marre de travailler pour des clients et ils veulent avoir leur propre projet et vivre de leur propre projet, quoi. C'est c'est super intéressant. Ah oui, complètement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avec l'édition de ces sites, Scooter System, mon site principal, à l'époque où il tournait bien, il faisait 30 000 visites uniques jour. Donc, c'était des sites qui tournaient bien quand même. Et il y avait une communauté très, très vivante, un forum de discussion. Et ça nécessitait en fait d'être présent tous les jours, y compris de venir 2 heures par jour le week-end, samedi, dimanche, jour férié, vacances. Voilà. Et donc, ça n'a jamais Internet, quoi. Exactement. Et il y avait ce côté-là où en fait, il y a eu une forme de quand même où je me suis dit, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas décroché une seule journée complètement en fait, parce que quand je pars en vacances, je suis là avec mon téléphone en train de sur je connais. sur le bord de la plage. En mode, attends quand même, il faut que je voilà. Et ça, j'en ai eu marre. En tout cas, j'ai eu envie de pouvoir dire, je coupe, je décroche. Je suis pas dispo. Ne serait-ce qu'une journée, 2 journées, une semaine. Et d'avoir cette possibilité-là, c'est quelque chose que j'avais pas avant et que je cherchais. Ok, ça marche. Voilà. Et du coup, en fait, si j'ai bien suivi, les prestations, enfin les demandes de prestations sont venues petit à petit et elles sont allées crescendo, quoi, en complexité et puis en taille de projet. Ça pouvait être des WordPress, mais ça peut être, j'imagine, des choses de plus en plus complexes, plus l'aspect web perf sur lequel tu es spécialisé, quoi. Oui. Ouais, en fait, c'est vrai que j'ai toujours eu ce que je disais, ce goût vraiment, moi, mais déjà il y a 15 ans, en fait, j'étais déjà en train de regarder finalement. J'ai appris vraiment de façon pointue le HTML, le CSS, le JavaScript, le PHP. En fait, c'est 4 langages que je maîtrise complètement. Et je cherchais toujours, en fait, dans tout ce que je faisais en tant qu'éditeur, je cherchais à faire mieux. Et c'est comme ça que j'ai fait, en fait, je fais aussi de l'administration serveur, en fait, en ligne de commande, etc. Parce que j'ai appris ça aussi parce que je voulais faire au mieux, du tuning de base de données SQL. J'ai vraiment expérimenté tout ce que je pouvais pour aller chercher la performance sur tous les terrains. Et en fait, je me suis rendu compte, après avoir commencé à faire des prestats un petit peu comme pour tout le monde comme ça, que ce que j'aimais vraiment, que là où j'excellais finalement, là où j'avais vraiment une valeur ajoutée par rapport à d'autres, c'était la web perf. Et progressivement, donc j'ai commencé effectivement à travailler sur des gros projets. J'ai fait des e-commerce WordPress, etc. Des choses qui me prenaient des semaines en tant que freelance. En fait, quand tu te lances sur des projets comme ça, tu sais que tu bloques 1 mois et demi, 2 mois. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément vers ça que j'avais envie de me diriger. Et que j'avais envie d'apporter de la valeur ajoutée sur quelque chose de plus précis, mais aussi de plus pointu finalement. Parce que des gens qui créent des sites, il y en a beaucoup. Des gens qui sont capables d'identifier les problématiques de performance, de les corriger, de proposer des solutions concrètes, etc. Il y en a moins. Et c'est ça qui m'intéressait, ce challenge-là. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à ouvrir aussi, donc j'ai commencé à faire de la web perf sur du WordPress, pour au final dire, je fais de la web perf. En fait, je suis la maîtrise de ces langages-là, du fonctionnement des navigateurs, de la façon dont on calcule des métriques de performance, notamment les Core Vitals ou des choses comme ça. En fait, c'est du front-end, c'est de la maîtrise du front. Oui, c'est pas lié à WordPress, quoi. Voilà, Ce qu'il y a sous le capot, au final, ça peut changer, c'est pas le plus important. Ouais. Exactement. Et donc, en tant qu'expert web perf front-end, en fait, finalement, maintenant, on intervient sur tout type de CMS. On fait encore beaucoup de WordPress parce qu'il y a un très beau, en France, il y a du monde,
voilà, il y a du monde. Mais on intervient sur tout type de CMS et avec des problématiques qui changent aussi. Et c'est là où c'est intéressant toujours. Je suis à la recherche de ça, en fait, justement, voilà, de découvrir des nouveaux challenges, de trouver des solutions. C'est le côté intéressant, je trouve. Ouais, d'affiner ta connaissance des différents systèmes pour les optimiser. On va dire que tu as un super optimisateur, quoi. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant parce que justement, avec ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'au final, tes compétences techniques, tu les as déjà développées en étant au lycée. Et puis ça s'est monté crescendo au fur et à mesure avec tes propres sites. Et puis au début avec des sites clients et puis pour aller de plus en plus loin. Et c'est ça que je trouve super intéressant parce que voilà, tu disais que tu maîtrises les 4 langages, HTML, PHP, JS et CSS voilà, sur le bout des doigts pour optimiser les sites vraiment le plus loin possible. Et c'est ça que je trouve intéressant parce que justement, c'est le fait d'avoir travaillé tout ça, d'avoir passé des heures et des heures qui font que tu as acquis la confiance qui fait que maintenant, tu vas dire, ok, même si tu connais pas tout, tu vas dire, c'est pas quelque chose qui va me faire peur. Et je sais qu'il y a beaucoup de prestataires, des fois, ils ont peur de prendre certains projets, alors pas forcément pour de la web perf, pardon, mais pour, voilà, que ce soit e-commerce ou un truc un peu particulier. Mais je sens, on sent vraiment quand tu parles que tu as le goût du challenge et que, voilà, n'importe quel projet ne va pas t'impressionner et que tu vas pas dire non, ça, c'est pas pour moi ou voilà. Alors, est-ce que je me trompe ou j'ai bien Ouais, senti non, le truc? non, 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 c'est complètement ça. Ouais. Après, on est capable, là où c'est. En fait, cette expérience en tant qu'éditeur de site, en fait, c'est ce que tu disais, ça m'a donné confiance. J'ai vu ce dont j'étais capable, moi. Voilà, j'ai vu que j'étais capable de générer des revenus, de générer du trafic, d'avoir des belles positions en SEO, par exemple, puisque j'ai aussi fait du SEO, forcément, en tant qu'éditeur de site. En fait, je faisais tout, à l'exception du graphisme. J'ai pas du tout la fibre créative, donc ça, c'est Ouais. le truc que j'ai toujours confié à d'autres, hein, dès le début. Voilà, faut savoir aussi où sont nos limites. Donc ça, je maîtrise pas. Par contre, je faisais mon intégration, ça j'adorais. En fait, Ah oui, forcément. sur mon site, il y avait une refonte tous les 8 mois. Il y avait une refonte complète. Et je prenais mes PSD pieds. to WordPress, C'est ça. PSD to Voilà, HTML. je faisais mon intégration et c'est ce que j'adorais en fait. Voilà, faire de l'intégration d'un PSD en version utilisable, légère, rapide, avec une bonne UX, qui soit performant côté SEO parce qu'il y a tout ce qu'il faut derrière côté balisage, etc. C'est top. Avec les petits effets subtils pour montrer que c'est un peu chiadé, quoi. C'est ça. Et donc oui, quand j'ai démarré, je savais déjà ce que j'étais capable de faire ou pas, hein. Après, il y a aussi des choses, c'est pareil, je te dis, le graphisme, je fais pas. Je sais aussi que, par exemple, sur des problématiques de sécurité de WordPress, en fait, je mets pas les mains dedans parce qu'en fait, c'est un métier à part entière. En fait, l'accessibilité, c'est pareil, on en parle pas mal parce que c'est un sujet important aussi. C'est un des volets de la maîtrise de la qualité web avec la web performance. Mais il y a des spécialistes dans le domaine et en fait, on n'est pas là pour empiéter sur ce que font les autres. Et de la même façon, nous, avec l'agence aujourd'hui, on fait des refontes ou des créations de sites. On fait des choses plutôt simples, en tout cas en termes de technique. On peut faire des intégrations assez avancées visuellement en termes de design, de graphisme. Mais par contre, en termes de fonctionnalité, si le client a des besoins d'un espace connecté, de fonctionnalités très avancées, de la gestion de formulaires avec des étapes, etc., en fait, nous, on préfère que le client, et on le fait d'ailleurs, on va travailler souvent en collaboration avec des agences ou des choses comme ça parce que Ouais. notre valeur ajoutée, elle n'est pas là. Et en fait, voilà, il y a des gens qui développent très bien, qui ont les compétences et les ressources pour le faire. Et donc, nous, on est là vraiment pour apporter de la valeur ajoutée sur le domaine bien spécifique de la performance et de l'intégration performante aussi. Ouais. Voilà, quand je dis intégration performante, c'est comment passer du fameux PSD Ah, à maintenant, un c'est plus site. Figma ou d'autres Voilà, logiciels, mais à exactement. l'ancienne. Voilà. Comment passer de ce que le graphiste Voilà. transmet à un site utilisable qui n'est pas un volume de DOM monstrueux, qui n'est pas un code HTML qui fasse 3000 nœuds, etc. Et qui donc forcément, dès le départ, dans sa conception même, ait un impact négatif sur la performance. Ok, ça roule. Du coup, c'est super intéressant ce que tu dis parce que justement, ça me faisait penser un petit peu, tu sais, quand tu es agence ou freelance, peu importe, et que voilà. Enfin, moi, on va dire que je suis pas agence ni freelance, mais j'ai un profil un peu généraliste, que je touche un petit peu à tout, mais je vais pas en pointe sur de la perf ou de la. Tu vois, je fais le truc de base, mais voilà. Après, c'est sûr qu'il faut se faire accompagner pour approfondir. Et c'est ça aussi qui est super intéressant quand on se lance en freelance, c'est que on a tous un niveau de base, mais si on peut avoir une spécialité sur quelque chose, eh bien, c'est toujours quelque chose à mettre en avant ou dans une niche particulière ou dans une spécialité particulière.
ça fait automatiquement la différence par rapport à la marée de prestataires qui existent. Oui. Ouais, je suis d'accord. Ouais, on est vraiment oui, sur la logique de ce podcast même. En fait, s'il y a un conseil à donner, je pense que c'est vraiment c'est bien de faire comme j'ai fait. En fait, il y a deux approches. Soit tu es opportuniste et tu dis oui, je sais faire parce que tu as besoin d'avoir de l'expérience, des références, etc. Donc, tu vas tout accepter, quitte à y passer un temps phénoménal sur des choses que tu maîtrises pas forcément. Après, tu peux aussi faire le choix justement de te spécialiser, de dire bah, moi, je vais faire de l'accessibilité, moi, je vais travailler spécifiquement sur tel ou tel avec des sites. Je vais faire que du e-commerce. Je vais faire que des sites d'actu. Je vais faire voilà. Après, forcément, bah, il y a des gens à qui tu vas refuser. Mais en même temps, quand tu dis ça, c'est aussi une force de pouvoir dire, nous, on le fait régulièrement. On a des clients qui viennent vers nous, on dit, bah ouais, mais nous, ok, votre projet il est intéressant, ok, oui, potentiellement, on sait faire, mais en fait, on peut pas, on peut pas on peut pas se permettre parce qu'on l'a choisi, on peut pas se permettre de bloquer 3 semaines, un mois de ressources pour faire ce projet-là parce qu'on veut pouvoir être disponible pour faire notre cœur de métier, pour faire de la web pair sur des prestations plus courtes, mais sur lesquelles on a beaucoup plus de valeur ajoutée. Et oui, si tu es freelance et que tu as comme ça une approche spécifique, bah, le bouche à oreille ira plus vite finalement, tu auras plus de... Voilà, le fait d'être pointu dans un domaine, nous c'est ça, hein, nous 90% de nos clients c'est du bouche à oreille, parce qu'en fait on fait ça, mais on fait que ça, j'ai envie de dire, un peu plus large, mais voilà, on est vraiment spécialisé là-dedans, et les gens savent maintenant, une fois qu'ils ont bossé avec nous, ils disent ouais perf, ah attends, on a des problématiques de perf, et ils pensent à nous, et ils en parlent aux autres, et finalement on a comme ça, c'est comme ça qu'on arrive à développer notre base de clients, quoi. Ouais. Bah, c'est comme ça que tu viens à l'esprit, que tu crées au final ta marque, tu développes ta marque, ton positionnement, il est vraiment ancré sur le nom de ta marque, quoi. Donc ça, c'est ouais. Et donc et par rapport aux généralistes, au final, ça me faisait penser à l'image du restaurant qui propose des pizzas, des burgers, des machins. Toi, tu sais tout faire, puis au final, les trucs sont moyens ou sont décongelés, et c'est jamais, voilà, très très. Donc ça permet de faire le lien avec comment dire, le vocabulaire culinaire de la marmite. Et oui. Donc ok, super. Et du coup, là, maintenant, j'ai regardé sur votre site, vous êtes 3 maintenant dans l'agence, c'est ça? Ou vous avez Oui. d'autres personnes après? On est 3. Comment vous êtes structuré du coup? Alors, on a, en fait, on est 2 experts web perf. Il y a Amine qui est avec moi, que j'ai formé Ok. pendant 2 ans, en fait, qui avait déjà des bases, des bonnes bases, des bases solides du web. Et en fait, je l'ai formé pour monter en compétence vraiment sur les aspects performance. Le but, c'est qu'il sache faire tout ce que moi je fais. Et Marie-Lise, donc la deuxième personne, mon deuxième salarié, qui est chargé de tout le reste en fait, puisque nous, le but c'était de pouvoir dégager du temps sur les prestations, parce que moi en tant que freelance, j'ai vu ce que ça pouvait Bah ouais. en temps de faire, de gérer sa compta, de faire la partie commerciale, voilà, de gérer toute la vie de l'entreprise. Et donc ça, c'est Marie-Lise qui fait toute la partie prise de contact, enfin toute la partie commerciale, administration, comptabilité. Voilà, donc ça dégage du temps à Amine et moi pour qu'on puisse être opérationnel sur les prestations. Ok, génial. Et après, comme tu disais, tu avais des partenaires pour comment dire, des missions spécifiques qui sont en dehors du cadre de ce que vous Oui. proposez, quoi, c'est ça? Complètement. On se repose beaucoup, en fait, c'est ce que je disais, hein, dans l'approche, nous, on a un certain champ de compétences et on prétend pas être spécialement bon ailleurs. Et donc, on préfère se reposer sur des personnes, sur des freelances ou des boîtes avec qui qu'on connaît et de confiance. Et donc, on le fait régulièrement. On travaille avec des agences de création web quand on a des gros projets, sachant que nous, on gère le volet web perf. On travaille avec des freelances SEO quand on a des clients qui nous disent bah, moi, j'aimerais bien voilà, optimiser mon architecture, mettre en place un silo, etc., repenser, enfin voilà, faire de l'obfuscation, des choses comme ça. On dit ok, on connaît, voilà, on sait ce que c'est, etc. Mais par contre, voilà, vous avez telle et telle personne qui peuvent vous aider là-dessus et ils sont spécialistes de ces problématiques-là. Ok, Voilà. Et pareil pour les graphistes, quand on a un client qui nous dit ouais, moi je veux faire une refonte, mais je veux que mon site quand même il soit joli, on dit ok, on sait faire des sites performants, on sait aussi faire des sites performants et jolis, mais par contre on a besoin de quelqu'un qui n'est pas chez nous. Voilà. Donc, ok, ça roule. Et comment tu vois l'avenir de l'agence? Tu vas continuer sur cette lancée-là? Est-ce que tu prévois d'agrandir l'équipe, ou vous êtes bien petit comme ça? Comment tu vois l'avenir? ouais, alors je trouve qu'on est bien comme ça. En fait, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Moi, mon objectif, c'est pas d'être. J'ai pas en tête de. On va dire, j'ai aucun objectif. J'ai pas spécialement d'ambition, on va dire.
Ouais, de croissance démesurée. C'est ça. J'ai l'ambition de faire ce que j'aime au quotidien. C'est déjà ce qui se passe aujourd'hui, donc je suis très, très content d'en être là. Pour moi, c'est déjà voilà. Et en dehors de ça, si l'objectif, c'est que qu'on devienne, comme on commence déjà à l'être, mais qu'on devienne incontournable sur les sujets. En fait, que les clients viennent vers nous, que ça nous permette en contrepartie d'avoir des prix, de vendre des prestations avec des marges correctes, qui correspondent à notre valeur ajoutée, et de faire tourner la boîte comme ça. Et je trouve que finalement, pouvoir sortir 3 salaires qui font plaisir à tout le monde, que les gens soient contents de bosser, qu'on ne se mette pas la pression. En fait, mon objectif, c'est vraiment ça. Finalement, le but, c'est de travailler en bonne intelligence, sans se mettre la pression. Et finalement, avec en tête finalement la satisfaction client avant tout. En fait, c'est vraiment ça qu'on vise. On veut que les clients soient satisfaits. Et dans l'approche, en fait, là, je parlais des tarifs, c'est quelque chose d'important dans les questions de prestataires. Par rapport à quand j'étais freelance, dès qu'on est passé en mode agence, les tarifs ont doublé. Oui. Voilà, j'étais à 450 € avant la journée, on est passé à 900. Et là, on a réaugmenté à nouveau parce qu'on se rend compte en fait que en étant 3, en fait, on a une beaucoup de synergie. On a énormément développé les méthodologies, qu'il y a des process qui ont été beaucoup plus travaillés, on a mis en place des outils qu'on a développés nous-mêmes qui n'existaient pas avant. Ouais, des outils de monitoring notamment, j'ai vu ça sur le site. Ouais, alors ça, c'est pas nous qui le faisons. On utilise Ok. le monitoring. Mais en tout cas, on a cherché des outils qui répondent aux problématiques. Donc voilà, soit on a développé nous-mêmes certains outils, soit on a cherché, on a testé beaucoup de choses pour trouver les outils qui répondent exactement à nos problématiques. Et ça permet d'être beaucoup plus rigoureux et finalement de faire des choses beaucoup plus qualitatives que ce que moi je pouvais faire avant. Donc voilà, on utilise Monday en fait pour l'organisation. Voilà, c'est des choses pour la gestion de projet. Ça permet de découper les tâches, de savoir qui est responsable de quoi, d'avoir des jalons, d'avoir un suivi efficace. Ça, c'est des choses en fait en tant que freelance. Quand j'ai le recul de la façon dont on travaille aujourd'hui, quand je regarde comment je travaillais avant, je me dis que c'était freelance, mais c'était freestyle aussi en fait. Il n'y avait pas de... On restait dans le free. Voilà, exactement. Non, mais tout ça, en fait, tu le matérialises pas quand tu es freelance, en fait. Bah oui, parce que tu as tout dans la tête, tu es tout seul, donc tu sais ce que tu as à faire, quoi. Donc tu n'as pas forcément besoin de communiquer, de formaliser. C'est ça, tu te dis je maîtrise. Et là, le fait d'avoir déjà dû aider Amine, d'avoir fait monter Amine en compétences, ça m'a poussé, moi, à formaliser beaucoup de choses, à mettre en place des checklists, à travailler. Voilà. Et en fait, on se rend compte que ce travail-là, on n'a pas forcément tendance à le faire en tant que freelance. On le fait après quand il y a du monde parce qu'on est contraint de le faire, sinon ça ne peut pas marcher. Mais il y a une valeur ajoutée énorme par rapport à ça. Donc, deuxième délégation. Ouais, mais même deuxième conseil, finalement, je dirais freelance, prestataire en tout cas, c'est même si on est seul, en fait, matérialiser un maximum de process, savoir comment on bosse, faire des checklists, parce que forcément, quand on pense avoir tout dans la tête, parce qu'on a l'habitude et parce qu'on fait ça tous les jours, on peut louper c'est ça. C'est le meilleur moyen de se louper en fait. C'est clair. Ouais, et du coup, c'est vrai que même tout seul, c'est super important parce que tu as ton process, je sais pas, d'audit, on va dire. Si tu le gardes en tête et tu peux peut-être sauter une rubrique, où tu vas peut-être moins bien la faire, pas de façon aussi détaillée. Donc, si tu détailles vraiment ton process, finalement, tu le fais quand tu fais un site et puis comme ça, tu le fais en allant. Et t'as pas besoin de prendre non plus du temps exprès pour ça. Mais après, tu peux toujours revenir dessus pour l'optimiser et essayer de voir comment on peut faire mieux. Mais de processer les choses à minimum, en tout cas, ça aide à éviter de se planter. Et nous, on le voit aussi que la marmite, tu vois, quand on sort un article, on a un process. Quand on fait plein de choses, on a un process. Et comme ça, après, c'est juste bête et méchant. Tac, 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 tac. Ah, peut-être là, on peut optimiser, changer des trucs. Ok, on change, on met le process à jour et ça roule pour la prochaine fois. Et après, tu peux le déléguer. C'est ça aussi l'avantage. C'est que si tu n'es pas dispo, si tu veux t'entourer dans ton agence, avoir une plus grande équipe, tu peux donner la tâche. Idéalement, après, tu fais une petite vidéo si jamais ça s'y prête pour voir vraiment en live comment ça fait. Ou au pire, tu fais la vidéo et la personne fait le process. Ça peut marcher aussi comme ça. Complètement. Donc, il y a pas mal de choses à faire et à optimiser sur le côté freelance et du coup agence. Agence, c'est indispensable, mais c'est vrai que freelance, c'est... Après, j'espère qu'il n'y a pas des agences qui font que ça des rapports à l'arrache. Ah bah oui, non. Ça doit sûrement exister. Il doit y en avoir. Voilà, donc je trouve ça super important de formaliser et d'être capable aussi de remettre en question. Parce que ça, c'est un truc aussi de faire évoluer, de ne pas dire c'est figé dans le marbre, on l'a fait comme ça, ça ne bougera plus. C'est justement, on trouve
on trouve un nouvel outil, une nouvelle façon de faire. Finalement, ah bah ouais, c'est mieux. Bah, attends, on va repenser. Voilà, on prend une demi-heure, on réfléchit, on pose les process à plat, on dit bah tiens, oui, là en fait, on va faire comme ça maintenant parce que c'est plus efficace et c'est mieux pour le client. Voilà, donc Voilà, c'est quelque chose qu'on fait aussi. super. Bah, super, l'aspect process, c'est top. Euh, Est-ce que tu peux nous parler je sais pas, le plus grand défi que tu as eu avec l'agence? Est-ce qu'il y avait un projet particulier duquel tu pourrais nous parler? Le plus grand Qu'est-ce qui défi, te vient à l'esprit? on a du défi tous les jours. Ouais, alors peut-être quelque chose qui vous a marqué de façon différente, mais pas forcément sur le plan technique, hein, mais peut-être, je sais pas. Ouais, alors j'avais envie de dire en tant qu'agence, finalement, on est dans justement du fait qu'on est cadré pas mal, qu'on est cadré pas mal, on sait où on va et donc on arrive rarement, enfin on a des challenges, hein, mais des choses qu'on surmonte. Et je dirais que le gros challenge, en fait, ça a été vraiment le basculement du mode freelance au mode agence. Ça a été ça Parce que vraiment. ouais, parce que tu l'as fait au début, tu es passé en agence tout seul ou tu avais déjà enfin, je sais pas s'ils sont salariés ou associés? Ils sont Heu, salariés. Ils sont salariés, OK. Ah ouais, parce que ça s'est fait. En fait, c'est vrai que j'ai pas expliqué la façon dont ça s'est fait, mais en fait, j'ai expliqué tout à l'heure que quand j'étais en freelance, j'avais cette volonté finalement d'avoir du temps, de pouvoir dire ok, je décroche, je suis en vacances, je bosse plus. Et en fait, Mmh. j'ai pas tout de suite. En fait, c'est très particulier, hein, c'est quand même des concours de circonstances, on va dire. Mais au final, j'ai voulu prendre un poste de salarié dans un premier temps, OK. parce que je me suis dit, Ton 1er poste de salarié du coup, parce que si tu étais lancé voilà, directement voilà. après les études, non? Ouais. Voilà, et donc je me suis dit en fait, je vais aller bosser, j'ai eu une proposition pour être expert web perf chez Content Square, en fait, qui est une grosse OK. entreprise d'UX Analytics. Et en fait, je me suis dit: «OK, ça m'intéresse, beaucoup», parce que justement, j'aurai la possibilité de continuer à pratiquer la web perf que j'aime, tout en ayant, du temps pour moi et cetera. Et donc en fait, c'est là où j'ai décidé de revendre tous mes sites, en tant OK. de quitter la vie d'éditeur, pour prendre un poste de salarié. Et en fait, j'ai D'accord. pris ce poste de salarié, en ayant toujours bossé en freelance. J'ai trouvé ça génial, en fait, l'ambiance, le fait de pouvoir travailler justement toute la valeur ajoutée que ça peut amener d'avoir des collègues, etc. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai des petits problèmes de santé. On va dire que je disais que l'un des objectifs de l'agence aujourd'hui, c'était de travailler sans stress. Ouais. En fait, moi, j'ai des réactions, j'ai le syndrome de Ménière, en fait, qui fait que quand je suis trop stressé, etc., j'ai des crises de vertige et des choses comme ça. OK. Voilà. Et en fait, il s'est avéré que travailler dans une grosse startup avec des gros clients, des comptes à plusieurs millions, etc., Oui, la pression, ouais. c'était pas la meilleure idée qui soit. Voilà, Mmh. Et donc, finalement, j'ai fait ma période d'essai et je suis parti parce que ça n'allait pas au niveau de la santé. OK. Mais par contre, j'ai trouvé ça passionnant. En fait, cette plongée, j'ai fait 4 mois comme ça dans cette grosse entreprise. Ils étaient 800 au moment où j'y étais. Dans Ouais. cette grosse entreprise qui bosse dans le web, etc., à faire de la web perf de façon très différente de ce que je faisais. Voilà, et là, je me suis dit, bah, en fait, ce côté agence est intéressant. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, en fait, OK, finalement, bah, je peux pas être salarié. Donc, je suis contraint de continuer à bosser de mon côté. Par contre, ça veut pas dire que je peux pas bosser en agence. Si c'est moi qui fixe les règles, Selon mes règles, voilà, c'est voilà, ça, ouais. le cadre et le rythme, etc., aussi, normalement, ça doit le faire. Et il se trouve que ça le fait très bien. Cool. Heu, voilà, donc ça a été ça le switch. Et en fait, le challenge, ça a été tout ce passage, en fait, qui s'est fait finalement en l'espace de 6 mois. Ouais. Il y a eu, voilà, la revente de mes sites, cette prise de poste de salarié et au final, bah, la relance de l'agence dans la foulée en prenant des salariés. Voilà. Ah ouais, donc tu as démarré direct avec des salariés. Tu n'es pas parti tout seul, OK. Oui, j'ai redémarré direct, avec des salariés en sachant que Amine, j'avais commencé à le former avant, en fait, OK, ouais, vous connaissiez alors. voilà, parce qu'il comptait déjà, lui, dans tous les cas, il voulait être expert web perf, quoi qu'il arrive. OK. Et donc oui, voilà le switch. Et là où c'est intéressant, et je dirais encore une fois là où j'ai eu une chance, c'est que à nouveau, j'ai pu partir faire ce gros switch, ce gros choix en mode agence, en ayant la trésorerie, puisque j'avais revendu mes sites d'édition. Euh, Ouais, tu étais serein, ouais. voilà, donc j'avais la trésorerie. Je me suis dit, c'est bon, de toute façon, on peut se laisser le temps de démarrer tranquillement. On n'a pas besoin d'être à l'équilibre dès le départ. Mmh Euh, mh. voilà, Ouais, ça donne quelques mois de comment dire? D'avance, c'est ça. parce que, ouais, quand les charges commencent à tomber, voilà, il faut, Ouais, ça aussi, faut faire ça. c'est ouais, en tant qu'agence, voilà, la différence, on la voit passer rapidement, sur l'Urssaf et tout ça, voilà, c'est pour ça que côté tarif, il y a pas de doute, C'est ça, j'allais y venir, ouais. ouais, complètement. OK.
Et du coup, comment tu l'as rencontré, Amine? C'était via l'édition de site, du coup? Non, je le connaissais déjà, Ok. et le petit secret, je dirais même que c'est de la famille. Ah, ok. Voilà. Et en fait, on travaille, c'est là où c'est intéressant, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup la façon dont on le fait, c'est que, Marie-Lise et Amine, c'est de la famille. Heu, D'accord. voilà. Alors donc pour certains, c'est vrai que ça peut faire peur de travailler en famille, Ouais. mais Ouais, ouais, mais c'est ce après que voilà, il y a des cas où ça va pas, il y a des cas où ça va très bien ouais, donc il y en a beaucoup ouais. qui me disent ça, mais après on est rigoureux justement l'importance aussi des process, c'est de savoir, qui est responsable de quoi, Mmh. voilà, et en fait, on a trouvé comme ça un rythme, bah, qui convient à tout le monde, et c'est pour ça que j'ai pu rapidement les prendre comme ça, les salariés finalement pour passer en mode agence, OK, génial. ouais. Ouais, parce que j'imagine, enfin, quand tu te lances, en agence, voilà, tu es solo, fondateur solo, tu veux lancer ton agence, voilà, tu dis: «OK, je peux pas être bon partout, il faut que je m'entoure», et là, il faut trouver des bonnes personnes, avoir la confiance, c'est pas Oh évident, oui, d'autant que tu as pas de ah projet au début. ouais. Donc Non, non, ça c'est ah, ouais, j'ai des enfin j'ai on va dire qu'à ce niveau-là, c'est compliqué en ayant toujours bossé seul, en ouais, ayant toujours tout contrôlé en tant que freelance, tu es maître de ce que tu fais, voilà et en sachant que je suis quand même rigoureux et exigeant avec moi-même, c'est difficile de faire confiance, ouais. difficile de faire confiance dans les autres. Pour déléguer, ça a été très compliqué de réussir à lâcher en fait. Mmh. J'ai toujours tendance, enfin voilà, là ça je commence à m'habituer, Ouais. mais voilà, j'ai longtemps eu tendance à vouloir mettre le nez partout, à revérifier et cetera parce que ça s'est ancré en fait, c'est une façon de faire où on veut être certain que tout soit fait, C'est des au mieux. c'est des années qui ont fait que ça c'est rentré cette habitude, ouais. Exactement, voilà Alors du et coup, c'est question oui. vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, mais justement, c'est enrichissant j'aime beaucoup la remise en question Ouais. et ce que je disais, hein, que ce soit techniquement, et cetera. Hem, voilà, quand j'ai commencé à bosser avec eux, ils me disent: «Mais enfin, voilà, des trucs tout bêtes, mais tu fais ça comme ça, mais pourquoi tu fais ça comme ça?» «Bah, je sais pas, en fait, parce que je l'ai toujours fait comme ça». «Eh, pourquoi tu fais pas comme ça?» «Ah ouais, c'est malin» et en fait, quand je parlais des process, en fait, ça a été très amusant, en fait, la phase de justement de mise sur le papier de la façon de travailler, des process, de l'utilisation des outils parce que tu te rends compte qu'en fait, tu fais comme ça parce que tu as toujours fait comme ça, Mmh. que pour toi ça te convenait, mais qu'en fait, il y a pas forcément de justification, et c'est là qu'il y a une forme de synergie et une grosse valeur ajoutée à travailler à plusieurs. C'est que finalement, tu te rends compte qu'au bout de quelques mois, tu fais beaucoup mieux, heu, Mmh. plus rapidement, plus qualitativement, et que tout le monde Meilleure performance du coup. exactement. Non et une année dernière. Mais du coup, ma question, que je voulais te dire, c'est est-ce que tu es arrivé à, comment dire? À prendre du temps pour toi, maintenant? Avec ce que tu me disais avec ton site qui était sollicité tout le temps. Est-ce que maintenant avec l'agence, est-ce que voilà, bon, tu m'as dit que vous travailliez vraiment à votre rythme, mais est-ce que toi tu arrives à déconnecter? Est-ce que tu culpabilises pas quand tu les laisses, enfin quand tu pars en congé et que tu les laisses gérer l'agence? Moi, je te dis ça parce que moi, dès que je suis en congé et tout, enfin, ça tourne toujours là-haut. Bah, après, tu es fondateur, ça doit toujours tourner plus ou moins, mais est-ce que tu arrives vraiment à déconnecter ou pas? Alors vraiment non. Par contre, j'ai réussi pour la première fois à faire justement à prendre du temps, des week-ends, des choses comme ça, sans toucher à un ordi, sans ouvrir un ordi de la journée. Ouais. Voilà, sans me connecter à internet, sans aller, dans une admin d'un WordPress, voilà et ça, je trouve ça génial. Et Bah, tu reviens d'autant plus frais le lundi matin quand même. c'est ça. Non, non, il y a quand même, je trouve que on arrive et justement quand je disais qu'on s'est fixé aussi ces objectifs-là, quand je disais que, le but c'était de travailler, avec un minimum de pas se mettre la pression en tout cas, c'est qu'on dit, le week-end c'est le week-end et je suis le premier à dire à Marie-Lise et Amine, «Non mais là, c'est le week-end, on verra ça, voilà, on verra ça lundi, voilà, t'embête Ouais. pas». Même si moi de mon côté effectivement, je bosse, voilà, je bosse sur des trucs et c'est vrai qu'on a, ça m'arrive en fait, il y a des trucs que je prends du plaisir à faire, hein. Allez, on a notamment pour les intégrations, clients un thème enfant, on travaille avec, GeneratePress. Ouais, On a on un en reparlera un petit peu après, ouais. Ouais, on a Mmh. un thème enfant qu'on a développé et en fait, moi, c'est un plaisir de bosser sur ce truc-là et c'est vrai que ça m'arrive le week-end, d'aller, 1 heure, il y a le petit qui fait la sieste, je vais me poser, je dis: «Ah tiens, ça je voulais le faire, attends, bon bah, OK, j'y vais». Plaisir coupable, je sais que c'est pas bien, c'est pour la boîte, mais voilà, j'avais envie de le faire, voilà, il y a la satisfaction de dire: «Bah, j'ai fait ça, c'est cool», voilà, mais après c'est pas du boulot, même si évidemment il y a toujours le client qui Mmh. t'envoie un petit message le soir à 21:00, «Mince, Ouais.
Ça, c'est la vie d'agence, quoi, de freelance, quoi. Voilà, et tu peux pas ne pas. Voilà, il y en a certains, tu es obligé de répondre et tu le fais. Ok, ok. Voilà, mais c'est Ouais. quand même, voilà, en tout cas, je dirais que j'ai globalement 10 fois, voilà, le rapport entre quand j'étais éditeur de site, les attentes qu'il y avait, enfin le besoin finalement d'aller se connecter pour surveiller par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'est voilà, c'est de l'ordre de 10 fois moins, donc c'est quand même Ok. cool. Ouais. Tu regrettes pas la bascule alors? Non, pas du tout. Non, non. Ouais. Non, non. C'est vrai que ce que je disais, sacré concours de circonstances pour en arriver là, mais Ouais. au final, je fais ce que j'aime. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi en tant que prestataire. C'est clair. On disait se spécialiser, mais il faut faire quelque chose qu'on aime et prendre du plaisir parce que sinon, Bah, il y a comme ça que tu t'améliores en fait dans quelque chose. Si tu fais quelque chose à contre-cœur, enfin ça marche dans tout, hein, c'est un peu genre c'est un peu une porte ouverte, mais c'est quand même important de le rappeler que quand tu fais quelque chose que tu aimes, voilà, tu parlais de web perf, bah, si tu vas aller chercher le petit truc dans la base de données qui fait que tu vas arriver à optimiser de quelques enfin de chiffres à la virgule, tu vois, de quelques 8 dixièmes, millisecondes, c'est bien. de quoi? 8 millisecondes, c'est bien. Ouais, voilà, c'est ça. Comment comment dire, on, on décharge ce script-là, comment il est chargé, quand tu vas creuser dans les plugins, ils chargent pas forcément tous enfin, c'est paumé dans des fichiers au fin fond de. Ouais. Faut trouver le truc, le hook, le machin. Complètement. Enfin bref, c'est vrai que des fois, moi aussi, je m'entêtais un peu avec ça. Alors, c'est pas vraiment ma spécialité, mais des fois, tu es obligé de mettre le nez dedans. Enfin bref. Justement, tu parlais que tu faisais des trucs pendant la sieste de ton enfant. Et d'ailleurs, il a quel âge c'est un garçon, une fille? J'ai deux garçons, un 6 et un 12. Ok. Ah, donc il commence un petit peu du code, celui de 12, non? Ou... Ça Ça l'intéresse l'intéresse ou pas? m'intéresse pas, non, il est pas. Non, non, il préfère TikTok Ah, et YouTube. Ouais, non, c'est pas la même ok. génération. Ouais, on voit que le web a changé, les Ah usages. ouais, c'est clair, hein. Bah, en plus, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand tu me parlais de tes débuts, c'était bah, pareil avec le site du zéro, j'imagine. Tu as appris avec ça ou c'était pas encore créé? Je sais même plus en Il quelle y année. avait, bah, ça commençait, j'ai regardé des tutos dessus. Ouais. Ouais. Non, non, bien sûr, ouais, à l'époque, il y avait bah, ces sites-là sur lesquels tu trouvais, globalement, c'était voilà, les tutos pour démarrer, Ouais, voilà, pour faire ton premier Hello World en PHP, et puis boum, faire tes c'est ça. études, et puis, ouais, non, ça fait. Oui, Ok. à l'époque. Bon, et du coup, alors comment tu leur expliques à tes enfants ce que tu fais? Est-ce que tu... Ah, ils ont très bien Tiens. compris, ils savent très Ouais, bien. Même le plus petit, ouais, ils savent. papa, il Ouais, fait les sites internet plus vite. ouais, bah, c'est ça, ouais, on aide les entreprises à avoir des sites plus rapides, qui se chargent plus rapidement. Ouais. Ouais, ils comprennent bien. Et du coup, par rapport à l'équilibre pro-perso, ça va, bah, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais tu gères, ça va? Ouais, oui, ça va, ça va. Bah, j'ai une pièce bureau déjà, ça c'est, que j'ai toujours eu. J'ai besoin moi d'avoir mon environnement, je trouverais ça plus compliqué de bosser, dans une pièce qui est un salon, le soir et cetera et le matin. Donc moi j'ai ma pièce, j'ai mon matériel et cetera, et ça me permet aussi, à l'inverse de dire, bah, j'ai fini de bosser, je ferme ma porte, voilà, l'ordi il est là-bas. Et je vis dans le reste de la maison. Voilà, c'est une coupure physique, bah, qui est importante, je trouve. Mmh. Et qui Ouais, va. c'est la même, hein, tu vois, j'ai un peu Ouais, tout le truc là. Et bon, moi, mon défaut, c'est que des fois, je débranche l'ordi, je le descends. Par exemple, tu vois, là, en fait, je suis dans les combles, enfin, je suis à l'étage. ouais, C'est mansardé, et là, il fait une chaleur de fou. Hein, on enregistre l'été. ouais. Bon, ça se voit aussi que t'as chaud. Ouais, ouais, il fait bon. Ouais. Mais ouais, du coup, c'est vrai que des fois, c'est plus agréable de bosser sur l'ordi, sur le canapé avec l'ordi. Ouais. Mais bon. Et j'ai toujours eu des fixes, justement. Je bosse pas sur des portables aussi. Ah, tu Ouais, vois, ouais, je suis toujours sur des. Là, j'ai mon 32 pouces devant. Si je dois le Ouais. mettre dans le salon, ça va être compliqué. Ouais, je m'impose ça. Enfin, je m'impose ça. Ouais, j'ai toujours trouvé que c'était un bon moyen aussi d'éviter justement de se trimballer toutes les affaires. Il y a Ouais, c'est des petites techniques pour, voilà. d'optimisation du temps. Ouais. Exactement. Ok, Il y a le portable qui est là. Quand on part en vacances ou en week-end, il y a le portable, mais sinon, il est rangé. ça marche. Et du coup, c'est une chose que j'ai pas abordé tout à l'heure, mais vous êtes en télétravail avec tes salariés ou tu Oui, es un... Ouais, oui, ouais. on est en télétravail, ouais, complètement. Bah, je trouvais ça important. Enfin, je trouve ça dur aujourd'hui d'imposer, enfin, en termes de temps de trajet. En plus, nous, on est dans le sud, entre Nice et Cannes, et Ok. c'est une région aux heures de pointe, enfin, pour Mais circuler. c'est horrible. Ouais. Ouais, catastrophique, les routes. Enfin, il y a que la route en fait, hein, globalement pour circuler.
très, très Oui, peu puis tout est le long de la côte, quoi, donc tout le monde prend la même route, c'est ça? exactement, c'est ça. Voilà. C'est l'autoroute, en fait, le matin entre Nice et Cannes, c'est juste, Ouais, parce que tu as la montagne au-dessus, donc ça grimpe vite, ouais, quoi. C'est tu ça. es à 10 km/h, donc ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Heu, Ah horrible, ouais. Après Mmh. on est à proximité les uns les autres, donc on se retrouve, régulièrement, bah, quand on a besoin pour faire, parfois des réunions, pour faire aussi des petits moments d'entreprise, des petits trucs sympas. On se fait des escape games pour, faire un peu de team building et tout ça. Bon après c'est la famille, mais c'est cool aussi justement d'avoir ces moments-là où en fait on est, esprit corporate, c'est rigolo de se retrouver, Ouais. voilà, autour de la boîte et des valeurs de la boîte, mais voilà, avec des gens que tu connais très bien, c'est intéressant aussi, quoi. OK, génial. Et du coup, bah, tu parlais aussi que tu cherchais à toujours optimiser. Est-ce que tu as toujours du temps pour, faire ces petits, recherche et développement, on va dire? Ou c'est via les projets clients, j'imagine? Ou est-ce que tu, te formes via différents biais? Est-ce que Ouais, tu peux nous parler un petit peu de ça? ouais, ouais, c'est hyper important. Bah, c'est les 2 en fait, hein, quand on intervient sur les sites clients, forcément, ce que je disais, là où c'est intéressant, c'est qu'on a des cas d'usage différents systématiquement avec des problématiques, nouvelles, même Mmh. s'il y a beaucoup de récurrents, hein. Et plus ça va, plus on a de choses qu'on a déjà croisées forcément. Bien sûr, ouais. Mais il y a toujours des petites choses, qui nous amènent à nous questionner. C'est ces moments-là qui sont intéressants où justement, comme tu disais, par exemple pour du WordPress quand tu vas creuser et cetera. Mais là, ça peut être sur des choses en front beaucoup plus pointues où tu vas devoir ouvrir les DevTools, aller lancer, l'analyse de performance pour voir la consommation de CPU sur telle ou telle action, Mmh. aller analyser, des durées d'interaction, des délais d'exécution de callback JavaScript, des choses comme ça et de dire finalement, «Ah bah tiens, c'est telle fonction qui est lancée, finalement c'est un script tiers qui est à tel endroit, qui fait un appel, à tel élément et cetera et ça génère du blocking time», et en fait, justement finalement c'est du reverse engineering, de comprendre ce qui se passe, et de pouvoir dire au client, bah, en fait, voilà, ça a été fait comme ça, et cetera. C'est pas comme ça qu'il faut faire si vous voulez que ce soit performant, il faut faire de telle et telle façon. Et en fait, cette partie-là est hyper intéressante Ouais. parce que nous, on en tire, en fait, on note aussi systématiquement pour nous-mêmes les cas qu'on croise, hein, ce qui nous Mmh. permet éventuellement, ce que je disais, de faire évoluer la méthodologie en disant, ah bah attends, ça, on l'a croisé là sur le site du client, mais on n'a aucun point de contrôle en fait. Si jamais on a un autre site qui l'a, comment on fait quelle est la règle finalement? Qu'est-ce qui peut nous permettre de le détecter rapidement? Et donc Mmh. comme ça, on va compléter, on a une liste aujourd'hui de 120 points de contrôle comme ça, OK. voilà, qui nous permettent d'aller analyser tous les aspects. Pour nous, on sait qu'en analysant ces 120 points, on aura potentiellement toutes les problématiques de performance, qu'on a déjà identifiées aujourd'hui. OK. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas des nouvelles, mais cette liste-là, elle évolue. Une fois tous les 15 jours, on dit: «Ah tiens, on va rajouter un petit point là, tel truc, ça, c'est pertinent», heu, Ou on mettre à jour, certains points parce que, si j'imagine que oui, la technologie évolue et peut-être la façon de faire, en JS, bah, il y a un truc qui enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais il y a un nouveau framework qui sort et puis il fait pas de la même façon, oui, tu vois? J'en sais rien. complètement. Ouais, ouais, Et c'est ouais. ça. Ouais, ouais, d'être capable ouais, ouais, de faire évoluer, de faire évoluer. Et je me rappelle plus de ta question à la base. Heu, Comment tu te formes, comment ah donc oui, donc ça, c'est le comment volet, tu voilà. ouais. Ça, c'est côté client, en fait, en Mmh. intervenant, forcément, on monte en compétences, on acquiert de l'expérience, et après on suit, énormément de newsletters, il y a beaucoup d'experts, web perf, il y en a beaucoup plus aux États-Unis notamment et dans le Ouais. monde. En France, on n'est pas on est quelques-uns, nous, on est la seule agence, spécialisée dans la web performance. Après, il y a OK. quelques freelances, parce que c'est un métier qui se prête bien au freelance, en fait, hein, au Mmh freelancing. mh. Il y a quelques freelances qui sont très bons aussi. Voilà, après il y a, heu, les freelances américains ont tendance à faire des newsletters assez intéressantes, qui vont regrouper tous les articles de blog qui ont été publiés ces 15 derniers jours, bah, un peu comme tu fais avec la newsletter, Ouais, heu, la marmite, ouais. ouais, complètement. Voilà, donc on est abonné à ces newsletters-là qui nous permettent nous de faire une veille, heu, voilà, une veille régulière, et rigoureuse sur tout ce qui se fait. Et puis après on expérimente aussi, on regarde, les changelogs, les changelogs de Google Chrome, Ouais. de Fire, des navigateurs, voir, bah, tiens, ils ont implémenté tel outil, ils disent que, tiens, Fetch Priority, qu'est-ce que c'est? Voilà, on a été nous, quand les Fetch Priority sont sortis, on a été, je pense les premiers à les utiliser avant même, dès que c'est sorti en bêta, dans Google Chrome, on a dit: «Bah, c'est un outil qui est hyper intéressant côté performance, on va l'implémenter comme ça le jour où, Google Chrome dans 2 mois, quand la Canary, sort en version stable, on Ouais. sait que, on aura un gain de performance pour nos clients chez qui on l'aura implémenté,
Voilà, donc ça, c'est une belle source d'infos aussi, tout ce que Google publie Ouais. pour la performance. En tout cas, nous, voilà, c'est grosse valeur ajoutée, quoi. Ah, OK, ça marche. Ouais, donc ouais, c'est vos 2 moyens. Après, toi, tu vas pas à des événements, enfin, hormis les WordCamp, mais peut-être des événements aux US ou des je sais pas s'il y a des événements performance, Il y a qui des existent? événements WebPerf, ouais. On a été au Wheel of Speed, qui est OK. le Wheel of Speed qui était à Paris il y a quelques mois, qui était super intéressant parce qu'on a rencontré d'autres experts, justement. Ouais. On disait qu'on n'est pas très nombreux, donc quelques experts WebPerf avec qui c'est toujours un plaisir de discuter. Et on a eu aussi des conférences, notamment de personnes de chez Google qui se déplacent sur ces Ah, OK. endroits. Voilà, ouais, ils ont des porte-paroles, des émissaires qui viennent prêcher la bonne parole. Voilà, notamment sur les Core Web Vitals. Ouais. Et on va aller là aussi en novembre à Amsterdam. Il y a le gros événement européen autour de la web perf. D'accord. Et là, ça va être encore un autre niveau, puisque là, c'était un événement Wheel of Speed principalement français, même s'il y avait la moitié des confs en anglais. Ouais. Là, on va sur un événement vraiment européen et même plutôt mondial, OK. où il y aura voilà, des figures, des grandes personnalités de la web perf. Donc, ce sera, je pense, passionnant aussi. Génial. Voilà, en sachant qu'on a des OK. problématiques, comme tu disais, que ça bouge pas mal. On a notamment l'INP, nouvelle métrique, qui est Ouais, j'ai vu passer, ouais. voilà, donc qui va débarquer en mars 2024. Donc ils ont beaucoup de matière à ce sujet-là à partager en ce moment, avec notamment des évolutions sur les outils qu'on utilisait déjà. Mais voilà, donc ça devrait être très intéressant. OK, génial. Et rappelle-moi le nom de cet événement? Alors, je vais regarder ça de suite. Ou sinon tu m'enverras le lien, je le mettrai en Ouais, description. performance.now. Euh, OK. performance.now. Ça marche, super. Bon, c'est passé super vite là, ça fait 46 minutes qu'on enregistre. On va parler de WordPress maintenant. Tu me disais que tu avais créé un thème enfant sur GeneratePress. Oui. Alors j'imagine déjà, pourquoi GeneratePress? Est-ce que tu peux nous faire un petit topo pour ceux qui ne connaisseraient pas ce thème? Oui, alors GeneratePress, c'est un des thèmes les plus populaires, hein. Il fait partie je crois que c'est le 6e ou le 7e quand on va dans le répertoire officiel WordPress. Et c'est un thème qui est à la base, quand on installe vraiment le thème de base, qui est ultra simple. Ça veut dire que côté mise en page, côté CSS, il y a quasiment rien. Il fait même pas 10 kilooctets, il charge même pas 10 kilooctets de CSS. Il n'utilise pas jQuery, donc il y a du JavaScript natif pour la gestion de toutes les fonctionnalités du thème, que ce soit les menus, etc., toutes les petites fonctionnalités. Ce qui est intéressant aussi dans ce thème-là, c'est son système de hook, de greffon, qui permet de venir plugger des blocs Gutenberg à l'endroit où on veut, avec les conditions qu'on veut. On peut dire, mets-moi, OK. après mon header, après ma navigation, dans ma sidebar, un bloc, tel bloc. Et on peut comme ça venir modifier ce qu'on veut. On peut faire ça avec des blocs et on peut faire ça avec des hooks classiques. Donc venir greffer du code HTML ou du PHP ou du CSS, à l'endroit où on veut. Ouais, tu insères vraiment ce que tu veux, où tu veux. C'est ça, Et il y a des exactement. hooks de partout pour pouvoir tout gérer Oui, selon les différents modèles de page, quoi. c'est ça. C'est ce qu'ils appellent éléments, les OK. éléments. Et Astra a un système similaire, un petit peu moins poussé. OK. Et je crois que c'est Bloxy aussi, le thème Bloxy qui a un. Je pense qu'ils tu sais, ils se tirent plus ou moins tous la Ouais. bourre, donc ouais. Ah ouais. Mais en tout cas, GeneratePress, c'est celui qui a ce système-là le plus développé, avec le plus d'options de paramétrage pour l'activer sous certaines conditions, etc. OK. En version pro, du coup, j'imagine? Est-ce que c'est en version pro? Oui, il me semble. Ouais. Ouais. Parce Après, qu'après, ouais, j'avais testé la free, mais en tout cas, au niveau des options, c'était assez limité. Alors, j'étais pas allé forcément dans le code oui, pour voir si c'était là, mais ouais, ils ont en c'est complément c'est ce que je me rappelle. En tout cas, ils sont ouais, c'est très, très bons, ouais. ouais, ils ont le GP Premium, enfin le plugin GP Premium pour activer les fonctionnalités Premium. En Ouais, sachant que le thème, je l'avais acheté moi au Black Friday, licence à vie illimitée, j'ai dû le payer $150. ça rentabilise vite. Voilà, donc oui, effectivement, voilà, donc faut pas hésiter le jour où ça OK. passe. Mais du coup, tu as développé du coup un thème enfant, donc en surcouche, pour pouvoir optimiser. Alors, quel point, du coup, tu souhaitais optimiser, avec ce thème enfant? Alors, on optimise énormément de choses. Ouais, donc tu vas aller encore plus loin que ce que fait le thème de base, alors? Ah oui, oui, parce qu'en fait, on fait Ouais. pas que, enfin, on fait de l'optimisation au sens large. Ça veut dire qu'on vient modifier les comportements, tous les comportements qui sont problématiques d'un point de vue performance. OK. Euh, voilà, notamment, on fait des exclusions de lazy loading automatique puisqu'on utilise d'autres outils, hein, comme WP Rocket, etc. Ouais. Donc, on met en place des fetch priority, on met en place du loading eager sur les éléments qui constituent le LCP, par exemple sur les images mises en avant.
on désactive certaines briques qui ne sont pas forcément actives quand elles ne sont pas nécessaires, etc. Enfin, on va vraiment, Ouais. on customise un petit peu le thème qui est déjà hyper performant de base. Mais ce qu'on fait de plus, et la grosse valeur ajoutée, c'est surtout qu'on a directement dans ce thème enfant la possibilité d'activer un sommaire automatique type Talk Plus, Table of Content, etc. On a les contenus relatifs dans les textes et à côté des textes. On a en fait un formulaire de contact via un shortcode. Je peux te faire la liste, hein, mais on a vraiment énormément de fonctionnalités qui normalement nécessitent l'installation de plugins. Et globalement, l'idée, c'est que avec notre thème enfant de base, et tu as besoin de quasiment aucune extension. Il y a tout ce dont tu as besoin dedans directement pour faire tourner un site la plupart du temps. Et puis l'avantage, c'est que tu as le contrôle sur ta base de code. C'est-à-dire que si les plugins sont mis à jour et que ça y est, il y a un truc qui pète, il faut que tu comprennes ce que c'est, etc. C'est la galère, quoi. Ouais, complètement. Je peux te faire la liste, là je l'ai sous les yeux par rapport à ce qu'on a comme fonctionnalité. Il va en manquer, mais globalement, on peut afficher les dates de modification des articles. On peut gérer des sous-titres automatiquement en un clic, activer des sous-titres d'articles pour afficher sous le titre. On a un sommaire automatique, on a un compteur de vue, compteur de lecture avec la possibilité d'afficher les articles les plus populaires, un système de durée de lecture. Tu en as qui installent des plugins pour ça, pour dire cet article prendra 7 minutes à lire, intégré nativement avec une barre de progression de lecture si on veut. Ce que j'ai, toute la gestion des contenus relatifs, donc les articles à voir aussi, etc. Pour le maillage interne aussi, il y a le côté SEO, j'imagine. Ouais, on bosse aussi beaucoup sur l'optimisation SEO. On a des boutons de partage social avec tous les services principaux, avec de l'obfuscation. C'est tout ce qu'on fait, on cherche à faire en sorte que ça ait un impact minime sur la performance et sur le SEO. Donc tous les boutons. D'ailleurs, oui. Vas-y. D'ailleurs, en parlant de boutons de partage, truc très intéressant, je crois que j'ai vu ça que sur ton site, c'est que tu es passé au logo X pour Twitter. Tout à fait. Et du coup, j'ai vu ça encore nulle part ailleurs. Alors là, on enregistre au mois d'août 23. Mais voilà, donc je t'ai à faire remarquer. Je l'ai fait. La petite optimisation, tu vois, on voit la minutie. Exactement. Une semaine après, on avait les logos à jour sur tout le site. Et oui, il faut se mettre à jour. C'est ça. Donc voilà, et donc dans les fonctionnalités, on a aussi une notation, on rajoute un petit système de notation par étoile dans les commentaires natifs de WordPress qui permet de générer les schémas aggregate review pour avoir les petites étoiles, les rich snippets dans Google. Ce que je disais, formulaire de contact, une gestion des auteurs, d'un encart auteur sous les articles, une CMP native. On a développé directement dans le thème, tu as une petite checkbox, tu peux avoir une CMP native qui active ou désactive les scripts publicitaires. Et qui pèse 1 kilooctet de CSS et 0,5 et 500 bytes de JavaScript. Voilà. Et globalement, si tu actives toutes les fonctionnalités du thème, ça veut dire que tu as les articles relatifs, les sommaires, enfin vraiment tu as un site assez complet. En tout cas, pour un site de contenu, tu arrives à 13 kilooctets de CSS. Voilà. Va, donc c'est raisonnable. Voilà, donc tu es à 99-100% si tu lances un page feed insight mobile sur le site, quoi. Ok, voilà. Super. Génial. Bon, le temps passe. On peut parler vite fait de Gutenberg. Oui. Fan, j'imagine. Oh oui. C'est extraordinaire. Ça, nous, on bosse qu'avec ça. Hein. On intervient sur des optimisations de sites clients qui ont du Elementor, du Divi, du WP Bakery, etc. Du Visual Composer, des choses. J'imagine que les constructeurs, voilà, c'est pas vos copains, quoi. Après, on fait des choses. Elementor et Divi ont beaucoup progressé ces dernières années. On arrive à faire des choses très correctes. Après, il y a d'autres page builders sur lesquels c'est beaucoup plus compliqué, notamment sur le volume de DOM, sur le volume de CSS, sur le JavaScript chargé. Donc, c'est quand même triple peine pour cela. Mais donc, selon toi, Elementor et Divi, ils ont remonté dans ton estime parce que il y a pas mal de prestats qui crachent encore dessus. Après, j'imagine, ça dépend les budgets, ça dépend tout ça. Mais ça peut se justifier pour certains clients, mais ça peut se justifier. On va dire que aujourd'hui, avec du Gutenberg et une librairie de blocs complémentaire, et j'ai envie de dire même de moins en moins, parce qu'ils font quand même évoluer Gutenberg à un rythme effréné. Là, c'est fou. On peut modifier de plus en plus de choses nativement. Donc c'est top, et on peut aussi les surcharger. J'ai vu des agences qui ont déjà développé des grosses surcouches, vu que maintenant on peut modifier le comportement des blocs natifs en rajoutant des champs très facilement.
Ça veut dire qu'on peut vraiment customiser Gutenberg natif sans extension type Generate Blocks ou Spectra, etc. On peut déjà avoir quelque chose qui permet de gérer un bon 80% des templates sans custom, sans CSS custom, quoi. Ok. Mais donc nous, on bosse quand on fait en tout cas des créations et des refontes de sites performants. On bosse avec Gutenberg et avec Generate Blocks Pro aussi. Ok. Voilà, Tu restes dans l'écosystème Generate. parce qu'ils ils se complètent très bien et on arrive vraiment à faire des sites très très performants. Après, c'est vrai que ce que je disais, je pense que d'ici, pas forcément quelques mois, mais d'ici 1 an ou 2, on pourra avec du Gutenberg natif arriver à faire des choses vraiment poussées, notamment sur du full site editing. Ouais. Voilà, on va dire que le full site editing pousse beaucoup au développement de Gutenberg dans ce sens-là. C'est clair. Et donc, ça permettra, même sur des thèmes classiques, de pouvoir faire des mises en page beaucoup plus évoluées avec un minimum de code custom, quoi. Hmm. Ce qui est génial avec Gutenberg, enfin en tout cas surtout le full site editing ou l'édition de site, ça change de nom tous les 4 matins. Ouais. C'est maintenant tu sais, enfin quand tu voulais personnaliser tes pages de catégorie, donc voilà, tu veux faire une page, un silo sur ta catégorie, etc. Mhm. Tu devais aller dans les templates, tu devais bidouiller des trucs. Maintenant, tu peux vraiment constituer ta page, mettre du contenu vraiment sur ta page de catégorie, remettre tes posts après, ta liste d'articles qui va dessus. Ouais. Là, c'est vraiment appréciable de bosser comme ça, quoi. Donc, avec Ouais. ce qui Ouais, complètement. Non, non. permet maintenant, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis, ils ont introduit là les comment ils s'appellent ça, les compositions maintenant, enfin qui est devenu Ouais. un élément Tu spécial. as les blocs réutilisables qui sont devenus des compositions, tu as les éléments de modèle, donc en gros, c'est les template parts qui sont devenus aussi enfin, tout est rassemblé sous le concept de composition. C'est ça. Donc, au moins, ça unifie le truc. Bon, le nom, je suis toujours pas, enfin, j'ai dit plusieurs fois, je suis toujours pas fan du mot composition, enfin, un peu bizarre en français, mais D'accord. en anglais, il parle de patterns, mais Il y a plus de sens, ouais. C'est vrai que ouais. la traduction française, ça prête un peu à confusion. Mais en tout cas, la direction technique est bonne, je trouve. Oui, tout à fait, ouais. De pouvoir finalement avoir des blocs qui vont être mis à jour. Quand tu expliques ça au client, on a fait une refonte récemment, on dit au client, bah oui, avec Gutenberg, tu peux créer un bloc et finalement, si tu le modifies à un endroit, il sera modifié partout sur le site. Oh, c'est génial, voilà. Ouais, bon, ça fait un moment que ça existe, mais en tout cas, que WordPress permette de faire ça nativement, c'est quand même, Ouais, c'est top, ouais. voilà, c'est quand même quelque chose on va dire, de puissant pour les éditeurs. C'est ça. Mais sans aller dans le code, forcément, en tout cas. Exactement. Il faut y aller pour optimiser, mais pour faire des choses qui ne sont pas encore possibles. Mais ouais, carrément. Super. Bon, bah écoute, on va enchaîner avec les questions de fin. C'est des petites questions rapides sur voir un petit peu ce que tu utilises au sein de l'agence en tant que différents outils. Ouais. Bon, là, on vient d'en parler. J'ai de dire constructeur, mais tu vas me dire Gutenberg. Oui. Donc, on peut passer à la suite tout de suite. Plugin SEO. Plugin SEO, on utilise Yoast SEO. Ok. Parce que 1 million parce que 2 millions même d'installations, je crois. Oh, même plus, hein, ça doit être. Ils sont bloqués à 5 sur le repo, Ah oui, c'est mais ça, ils sont oui. plus, ça doivent être proches des 10, hein, des 8 ou 10. Ok, J'ai ouais, le donc, chiffre en tête exact. Mais... en tout cas parce que le plus populaire et parce Ouais. que aussi c'est celui qu'on croise le plus souvent sur le site des clients. Et parce que, notamment dans notre thème enfant ou quand on intervient, on a une belle base de petits hooks pour venir modifier les comportements de Yoast SEO et qu'on n'a pas forcément ça sur du Rank Math, sur d'autres plugins SEO. Ok. Voilà, donc on est capable de faire des choses assez facile, assez rapidement. On est opérationnel sur ce plugin-là. Ça roule. Plugin de sécu. Plugin de sécurité, aucun. 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 C'est une réponse aussi. Parce que, alors, je peux développer un petit peu, mais Vas-y. parce que les plugins de sécurité, finalement, ils ramènent la problématique de la gestion de la sécurité au niveau d'un WordPress et qui repose sur du code PHP, qui est le code de WordPress, et que c'est extrêmement coûteux en fait. Exécuter des scripts PHP pour gérer de la sécurité, c'est assez contre-productif, en sachant qu'il y a énormément d'outils qui sont disponibles pour gérer la sécurité au niveau serveur, et que quand tu fais ça côté serveur, ce sera non seulement 10 fois plus performant, mais que ça marchera aussi mieux, parce que la sécurité, elle se fait au niveau du réseau, au niveau état notamment, que ce soit chez des hébergeurs, chez des hébergeurs mutualisés au Switch, etc. Tu as déjà pas mal de briques intéressantes, tu as des modes security, etc. que tu peux déjà activer et qui offrent déjà un bon premier niveau de sécurité. Et si, après je dirais plugin de sécurité, entre guillemets, WPS hide login, en tout cas changer l'URL de connexion à l'administration.
Classique. Voilà, le conseil de sécurité, en tout cas celui qu'on peut, de mon point de vue, gérer côté WordPress. Mais Ok, après, super. les WordFence, etc., je déconseille l'installation de plugins de sécurité quand on peut, évidemment. Ouais, c'est ça. Après, il y a aussi si tu n'as pas les compétences pour pouvoir gérer ça côté serveur, c'est sûr Ouais, que c'est un peu plus compliqué. ouais, complètement. Ok. Plugin de perf, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais, d'où les perroquettes. Voilà, c'est ça. On est partenaire à WP Rocket, donc Ok. Ouais, j'ai vu que aussi vous ouais, faisiez proposiez des prestats de configuration de WP tout à fait. Rocket. Ouais. Ouais, complètement. Ouais, quand ils ont des clients qui ont vraiment aucune compétence technique, qui veulent améliorer leur performance, on peut être amené à être sollicité pour le configurer pour eux. Ok, génial. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, WP Rocket, c'est pas un plugin, c'est pas une installation one-click, on l'installe, c'est nickel. Il y a de la configuration. Nous, on l'utilise quotidiennement quand on fait des optimisations, des refontes, des créations. C'est vraiment un plugin incontournable pour nous. Et il y a on passe du temps à le configurer. On fait des tests entre différentes solutions, notamment sur toute la partie de la gestion du CSS et des JavaScript, pour que ça fonctionne de façon optimale sur le report d'exécution, sur les differs, etc. Il y a besoin de paramétrage. On ne peut pas se permettre de reporter l'exécution de l'intégralité des scripts, tout comme on ne peut pas se permettre de reporter juste un script sans vérifier que ça ne génère pas d'erreur dans la console, etc. Ouais, Voilà. c'est toujours assez touchy de faire ça solo. Tu sais, tu cliques sur le truc, ça... Ouais, tu regardes ton site, c'est une page HTML, tu vois, ça c'est fait ça. rien. Donc, ouais, c'est pas évident, quoi. Ou alors, des fois, tu sais, où tu as tendance à regarder que ta page d'accueil, alors qu'au final, ça peut faire péter des trucs Ouais. sur d'autres pages. Ah, et on regarde tous les templates, on a un focus Voilà, c'est ça. systématique. Ouais, complètement. Ouais. Ok, super. Plugin de formulaire, cette fois. Plugin de formulaire, alors celui qu'on utilise souvent, Contact Form 7, Ok. parce que j'ai envie de dire, parce que pas forcément challengé, parce que gratuit. Et après, il a un inconvénient, c'est qu'il charge du CSS et du JavaScript sur toutes les pages du site. Donc, il est Ouais. essentiel quand on l'installe de mettre en place un petit hook pour désactiver ces C'est fou chargements-là. qu'ils aient pas corrigé ça, d'ailleurs. C'est un Enfin, truc de fou. et ça fait des années que Ça c'est fait comme des ça. années, hein, mais oui. Je me rappelle quand Et je l'utilisais, je le faisais déjà. Donc, ouais. Ah c'est ouais. un truc de dingue. Donc voilà, si on met en place ça, c'est top. Et sinon, Gravity Forms. Si on doit Ok. faire quelque chose de poussé, voilà, notamment utiliser des API, mettre en place des formulaires plus complexes, Gravity Forms est extraordinaire. Ok. Ouais. Et est-ce que vous avez un plugin, on va dire, qui sont, enfin, un plugin de performance, enfin, dans le sens où pour peut-être faire du monitoring ou, enfin, peut-être c'est peut-être quelque chose que vous avez en interne. Mais est-ce que vous avez peut-être des outils que vous utilisez que tu pourrais partager, enfin, des plugins que tu Pour faire du utilises monitoring, alors je conseillerais pas. monitoring ou pour tester un site, je sais pas, quelque chose que que tu peux partager qui pourrait être utile à ceux qui nous écoutent. Alors en tant qu'extension, nous, en fait, dans la logique, on essaye vraiment d'installer un minimum. Tout ce qui peut être géré en dehors du WordPress, on le gère en dehors du WordPress. Ok. C'est un petit peu comme pour la sécurité, faire du monitoring, on en fait. On a des outils, on a un outil qui s'appelle, on utilise Treo, nous, Treo, qui est un outil de monitoring qui lance des lighthouses sur les pages. Mais pour moi, ce serait un non-sens. Je vais pas dire ça parce qu'il y en a qui le font et qui le font bien. Il y a WP Umbrella, par exemple, qui fait ça, qu'on croise beaucoup, qui est très actif en développement, qu'on a croisé notamment au WordCamp. Ouais. Mais pour moi, c'est pas une nécessité. Ça peut, enfin voilà, avoir des outils qui vont aller vérifier. Et finalement, j'ai envie de dire que c'est même limite moins un risque. Je préfère avoir un outil externe qui va aller vérifier la performance de mon site du point de vue d'un utilisateur, entre guillemets, enfin en tout cas en reproduisant de Ouais. façon. Il a que la page HTML, CSS, il a que ce qu'il y a de l'extérieur, quoi, on va dire. Ouais, voilà, en fait, c'est Ouais. pas le WordPress lui-même. Finalement, mettre ce mécanisme de vérification de la performance au sein du WordPress que tu es en train de vérifier, je trouve que c'est un Ouais, risque. Je préfère avoir un œil extérieur, finalement, que la logique, c'est tiens, va vérifier qu'est-ce qui se passe là-bas, est-ce qu'il fonctionne comme attendu, est-ce qu'il est assez performant, est-ce qu'il répond au ping, etc. Voilà. Donc ouais, j'ai pas d'extension, on n'installe, nous, pas d'extension de ce type-là. Ok, ça roule. Ouais. Et peut-être, est-ce que tu as une autre extension peut-être à conseiller? Bah, justement, une extension que vous installez dans le peu d'extensions que vous installez. Est-ce qu'il y a d'autres qui Ouais. méritent d'être mentionnées? Je peux faire une pépite, un cadeau, cadeau Vas-y, extraordinaire. vas-y. Non, mais ça vaut le coup de démocratiser. On a découvert, il y a des grosses discussions dans les équipes de développement de WordPress autour de la gestion des traductions, Ouais. parce que les mécanismes de traduction natifs de WordPress reposent sur des scripts qui sont assez anciens, J'ai vu passer, ouais. qui ont été très très peu challengés.
Et en fait, on se rend compte que des sites traduits, donc des sites en français par exemple, hein, ou peu importe la langue à part l'anglais, sont globalement par défaut 35% plus lents. S'il y a un thème et des plugins avec des traductions en front, ils seront en moyenne 35% plus lents côté TTFB, côté temps de réponse serveur, que l'équivalent en anglais. Parce que le mécanisme de traduction de WordPress est hyper mal fichu, hyper ancien, qu'il n'y a aucun système de cache et que quand on appelle une page avec des traductions, il va aller traduire l'intégralité des chaînes du fichier à chaque fois. Voilà. Et donc ça, ils sont en train de réfléchir pour remettre. Enfin, il y a plusieurs propositions, il y a des pistes, mais c'est pas pour tout de suite. Certainement que l'année prochaine, on aura une évolution du fonctionnement du cœur de WordPress sur cette composante-là. Qui permettra de l'améliorer. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc, il y a une petite extension qui est développée par les équipes de Polylang qui s'appelle Dynamo, D-Y-N-A-M-O, qui permet de modifier le comportement du cœur de WordPress actuel pour n'effectuer les traductions, que les traductions nécessaires et les mettre en cache, éventuellement dans du Redis SIA. Donc, ça veut dire que côté performance, c'est extraordinaire sur les temps de réponse serveur, ça peut faire, enfin, ça fait une différence vraiment majeure. Ok, Donc, génial. Je connaissais pas. Merci pour la recommandation. 400 installations actives, Ouais. dont une Donc, centaine, par Très mois, sous-coté. donc très très sous-coté. Voilà. Ok, Donc, génial. grosse pépite. Voilà, en tout cas pour les pages qui sont en cache, hein, ça changera rien s'il y a un WP requête, etc. Les pages en cache, forcément ça changera pas. Mais par contre, dans l'admin et sur la première génération du cache, belle différence sur les TTFB. Ok, super. Thème favori, tu vas me dire GeneratePress, j'imagine. Ouais, GeneratePress. Après, il y a Astra est très bien aussi. Ouais. Il y a d'autres thèmes. Voilà, il y a d'autres thèmes. Après, par contre, j'ai eu beaucoup de mal avec les. On croise très très souvent. Il y a eu notamment chez les éditeurs de sites d'actu, etc., avec qui on travaille quand même pas mal. Beaucoup de newspapers, des choses comme ça. Ouais. Voilà, c'est dur. Ça s'optimise. Hein. On a développé les outils. Ouais, parce que ça remonte, hein, ce thème-là. Ça fait un moment qu'il est. En fait, ça a été, voilà, il s'est dit à certains moments que c'était le thème qui permettait de performer dans Google News, dans Google Discover, etc. Et donc, voilà, il y a eu une ruée vers ce thème-là et vers d'autres thèmes de ce type-là. Hein. Et en gros, c'est des usines à gaz. Voilà, donc nous, on a tendance, en tout cas, c'est vrai qu'on se méfie. Enfin, les thèmes forest, etc. C'est pas ce qu'on recommande. Voilà. C'est ça, j'imagine. Voilà. Après, il y a la plupart des thèmes, heureusement, qui font partie des plus populaires. Hein, ce que je disais tout à l'heure, quand tu regardes les thèmes WordPress les plus installés, la plupart sont très bons. Et dedans, il y a Astra, il y a OceanWP, il y a tous ces thèmes-là. Ouais, c'est la course qui sera le meilleur, donc ils optimisent sans cesse. Quoi. Ouais. Donc voilà, ces thèmes-là, potentiellement, peuvent être très performants. Ok. Et est-ce que tu as testé des thèmes FSE type Frost, différents thèmes basés sur des blocs? J'ai testé, mais vraiment en mode bac à sable. J'ai pas eu du tout l'occasion de. On n'en a pas fait pour l'instant. Comme on a encore notre thème, enfin voilà, on a vraiment notre bundle. Base. Ouais, exactement. Ouais, pas encore eu l'occasion, mais ce sera à tester parce que de toute façon, vu le sens que ça prend, clairement. C'est ça, voilà, ouais. Ouais, on va y arriver à un moment ou à un autre. Ça marche. Écoute, super. Allez, on va finir sur un dernier conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se lancer. Ouais, un dernier conseil. On a abordé pas mal de choses déjà, mais... Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire Je suis en train de réfléchir. Donc, il faudrait se lancer dans de la presta. Ouais, se lancer en tant que prestataire, que ce soit en freelance ou en agence s'ils sont déjà freelance. Je dirais se faire finalement avoir. Je trouve ça intéressant d'avoir ses propres sites. Avoir finalement pour montrer. Déjà pour travailler soi-même, forcément au début, quand tu te lances, tu n'as pas forcément beaucoup de clients. Donc ça te permet de monter en compétences, de tester des choses, etc. Éventuellement de montrer à tes clients, de mettre ça dans tes références, hein, pourquoi pas. Et voilà, et moi j'ai envie de dire expérimenter, faire des tests pour pouvoir dire aux clients quand il y a des demandes, ok, ça effectivement, oui, j'ai eu l'occasion de, même si c'est pas sur un site client, t'es pas obligé de le dire, tu peux dire, ça te... J'ai bossé sur ce site. Ça te fait de l'expérience de pouvoir dire, effectivement, j'ai déjà croisé ce cas de figure, je sais comment, oui, vous avez ce besoin-là, très bien, voilà, tu te fais un WooCommerce, tu regardes vraiment et tu essayes éventuellement, même sans, mais voilà, finalement, tester un maximum de choses par soi-même.
Ok, super. ce que je fais bien. Ouais. Impeccable. Bah, du coup, on arrive à l'issue de cette première partie. On a largement dépassé le temps imparti. Merci beaucoup, Désolé. Erwan. Mais du coup, voilà, c'est pas terminé. On va faire une deuxième partie, voilà, un petit quart d'heure pour creuser des questions, comme je l'ai dit, sur la gestion d'entreprise, etc. Sur voilà, ce qui est un peu plus, enfin, pour aller un petit peu plus loin sur la gestion d'entreprise en tant que prestataire. Et en tout cas, si vous avez apprécié la première partie, eh bien, notez l'épisode, mettez 5 étoiles là où vous l'écoutez. Et puis, voilà, si vous avez besoin de vous former, wpchef.fr, il y a aussi les formations de WP Marmite Pro. Ça s'appelle comme ça maintenant. On exit le chaudron maintenant. On est sur wpmarmite.com/pro. Et puis, si vous avez besoin d'un coup de main technique, de déléguer des choses sur wpsitter.com/fr. Vous retrouverez toutes les infos liées à cet épisode sur presta.fr/6. On est au 6e épisode déjà. Ça passe vite. Ou en description si vous êtes sur YouTube. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis, je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie pour ceux qui y ont accès. Salut!